Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je m'appelle Mylène Simoneau. Je suis la coordonnatrice du programme de bien-être des femmes du quartier général des PSP. Et au nom de toute notre équipe, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui au webinaire Demander à la médecin, animé par la Dr McCall et aujourd'hui intitulé La ménopause dans le milieu de travail. Veuillez noter que cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site Web après l'événement. Pour préserver votre confidentialité, vos caméras et micros sont désactivés pendant toute la durée du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à tout moment à l'aide de la fonction questions-réponses de MS Teams. Nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible, mais nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. De plus, certaines de vos questions ont peut-être été répondues dans les webinaires précédents. Je vous invite donc à visionner les enregistrements des webinaires sur la périménopause et la ménopause sur notre page web. Si vous souhaitez écouter la session dans une autre langue, vous pouvez utiliser le lien Wordly pour accéder aux options de traduction en direct. La présentation d'aujourd'hui est uniquement destinée à des fins éducatives et ne remplace pas les conseils d'un ou une professionnelle de la santé qualifiée. Si vous avez des préoccupations personnelles ou spécifiques en matière de santé, nous vous encourageons à en parler à votre prestataire de soins de santé. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière, la Dr McCall, obstétricienne gynécologue canadienne spécialisée dans la chirurgie gynécologique minimalement invasive et contractuelle auprès de la Direction de la santé des femmes des Forces armées canadiennes. Dr McCall, merci d'être avec nous encore aujourd'hui et je vous cède la parole. Merci, merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui pour présenter cette ce beau sujet, la ménopause dans le milieu de travail, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment important dont nous ne parlons pas assez souvent. Je vais en premier donner quelques présentations introductoires. Alors, ça, c'est moi et Dr. Hansen. Alors, je remercie beaucoup Dr. Hansen qui a créé ce beau diapo que je vous présente aujourd'hui. On va présenter moi aujourd'hui le français, puis elle va présenter l'anglais aussi. À cause de ça, nous avons les délégations pour nous deux. Alors moi, j'ai aussi une commission consultative pour avis. Et comme Mylène a dit, je travaille avec le programme de la santé des femmes et de diversité. J'ai noté qu'ici, on dit que la présentation est proposée en toute indépendance, ce qui est vrai, mais aussi que ça ne comporte aucun contenu promotionnel. Mais en fait, à la fin, je vais vous partager quelques produits du programme de la santé des femmes et de diversité. Alors, il y a un peu de contenu promotionnel de ce seulement. Puis aussi, vous voyez les divulgations de Dr. Hansen, Pandia Health, Deschenay, Exotis, Africa Health. Parfait. Alors, j'aimerais commencer par reconnaître la Terre où nous sommes aujourd'hui. La Terre, je sais que nous sommes toutes dans les places différentes aujourd'hui. Et la Terre au Canada constitue le territoire traditionnel et ancestral d'innombrables nations autochtones. Nous reconnaissons que nous sommes des invités sur cette terre et rendons hommage aux aînés passés et présents. La ménopause chez les femmes autochtones au Canada demeure insuffisamment étudiée et la colonisation continue d'influencer la manière dont la ménopause est vécue et partagée parmi les peuples autochtones. Alors, lorsqu'on parle du sujet aujourd'hui, c'est vraiment important d'y penser aux effets de la colonisation et comment les personnes autochtones peuvent avoir un impact à cause de ça. La divulgation que Mylène vous avez partagée déjà, c'est que si vous avez quelque chose de spécifique ou d'individu, il faut parler avec votre médecin ou votre prestataire de soins. Finalement, je vais dire que l'expérience de la ménopause est unique pour chaque personne et nous reconnaissons que les personnes transgenres, non-binaires ou intersexuées peuvent aussi être concernées par la ménopause. Aujourd'hui, je vais en parler beaucoup des femmes ou des personnes féminines ça veut dire pas que toutes les personnes qui vont vivre la ménopause vont s'identifier comme les femmes ou avec les pronoms elles
Alors, s'il vous plaît, je comprends, je vais essayer d'utiliser le langage qui est moins genré, mais lorsqu'on parle de la ménopause, souvent, c'est un peu genré. On a aussi besoin des recherches qui sont nécessaires pour comprendre l'impact de la ménopause sur les personnes de genre divers. Les objectifs pour aujourd'hui. Bon, à la fin de la séance, j'espère que vous serez en mesure de décrire ce que sont la périménopause et la ménopause, ainsi que leur importance en milieu de travail. Et on va vraiment mettre en point aujourd'hui la dernière partie de cette phrase, parce que on a parlé déjà beaucoup de la périménopause et la ménopause et qu'est-ce qu'elles sont dans les autres séances. Alors, comme il en a dit, s'il vous plaît, si vous voulez en savoir plus, allez chercher les séances antérieures. Je crois que les enregistrements sont disponibles pour avoir plus d'informations sur ça. Aujourd'hui, je vais juste faire une sommaire très brève. À la fin aujourd'hui, j'espère que vous serez capable de reconnaître les impacts de la ménopause au travail au Canada et à l'échelle mondiale, d'identifier des soutiens pratiques pour les femmes professionnelles et membres des Forces armées canadiennes, de savoir où trouver des ressources canadiennes et de savoir quand consulter un professionnel de la santé. Le message clé d'aujourd'hui. La ménopause est un enjeu de médecine au travail qui exige des solutions systémiques et non un problème que les femmes doivent résoudre seules. Créer des milieux de travail inclusifs à la ménopause profite aux employés, aux employeurs et aux résultats organisationnels. Alors, on va parler de comment on peut faire profiter tout le monde aujourd'hui en soutenir les personnes qui éprouvent la ménopause et les symptômes de la ménopause. Bon, le sommaire que je vous ai promis. Alors, la ménopause, qu'est-ce que c'est? La ménopause, c'est un événement que toutes les femmes ou toutes les personnes qui ont ovulé pendant la vie vivront. C'est marqué par la dernière menstruation, mais c'est confirmé après 12 mois sans aucun saignement menstruel. Alors, on ne va pas savoir que c'est la dernière menstruation jusqu'à quand on a eu 12 mois sans saignement après la dernière menstruation. Puis à ce moment-là, on va savoir, ah, ça a été la dernière. La dernière. Ça peut être aussi médical ou chirurgical, par exemple avec la chimiothérapie ou l'insuffisance ovarienne prématurée. Je dirais aussi que parfois les personnes vont penser, ah, j'ai eu une hystérectomie, ça veut dire que ça, c'était ma dernière menstruation. Mais en fait, la ménopause, c'est plutôt marqué par une baisse d'estrogène et qui est marquée par la dernière menstruation si on continue d'avoir les règles. Mais si on a une hystérectomie, mais on garde les ovaires, c'est pas qu'on est déjà dans la ménopause parce que ça, c'est associé avec la baisse d'estrogène. La périménopause, c'est la transition vers la dernière menstruation. C'est une durée possible de 7 à 10 ans et ça peut être très symptomatique pour quelques personnes. Voici une table qui vous montre que ici, c'est la menstruation finale. On dit que ça, c'est le moment de la ménopause. Après ça, tout ça est la post-ménopause après ça, mais aussi on l'appelle souvent la ménopause. Avant ça, ça, c'est la périménopause. Voici une image que je vous ai montrée déjà dans les séances antérieures. On a l'âge reproductif, la périménopause, la ménopause et la postménopause. Et ici, on voit quelques symptômes. Puis, les lignes vertes, c'est les lignes du taux estrogène. Et c'est pas genre si droit comme ça tout le temps. Normalement, ça fluctue beaucoup, mais ça, c'est juste pour simplifier un peu. Mais ici, c'est ça sur lequel je veux concentrer aujourd'hui. Ce sont les années professionnelles. Plus ou moins de l'âge 40 à 65 ici, on va de l'âge reproductif, puis on passe à travers la périménopause, la ménopause, juste à la postménopause. Pendant les années professionnelles, qui sont parfois les années professionnelles les plus importantes dans la vie ou dans la carrière. Alors, nous savons qu'à ces âges, dans la quarantaine, la cinquantaine, on va avoir les positions de leadership. On va avoir les promotions, on va avoir beaucoup de responsabilités au travail. Alors, si on a un impact des symptômes de la ménopause, ce qu'on voit ici, les bouffées de chaleur, le sommeil, l'humeur, ça peut avoir un grand impact aussi sur les années professionnelles qui sont importantes pour l'organisation, mais aussi pour nous-mêmes comme individuels. Pardon. Alors, la ménopause au travail et au milieu du travail, c'est important.
Voici quelques ressources et quelques publications qu'on voit, quelques-unes qui sont en anglais, mais aussi on a celui ici qui est en français. La Fondation canadienne de la ménopause a beaucoup de ressources et d'informations sur ce sujet. C'est une fondation vraiment excellente. Et les ressources sont bilingues. Alors ici, on voit un document, La ménopause et vie professionnelle au Canada. Et il y a les bonnes images dedans avec les statistiques, puis c'est vraiment facile à lire. Alors, si vous voulez jamais lire un peu plus en détail au sujet de la ménopause et la vie professionnelle, je vous encourage et je vais partager le lien à la fin. Mais il y a aussi les autres publications sur ce sujet qui sont nationales et qui a de plus en plus d'attention maintenant. Les symptômes de la ménopause peuvent avoir un impact sur beaucoup de trucs, le sommeil, la cognition, l'humeur, l'énergie et la récupération, ce qui est important pour les travaux physiques, la douleur musculo-squelettique. C'est très facile à comprendre comment les impacts sur, par exemple, le sommeil, la cognition, l'humeur, l'énergie peuvent avoir aussi un impact sur la performance, la productivité et l'épanouissement, la qualité de la vie. La réalité au Canada, 5 millions de femmes sont en emploi au Canada qui sont âgées de 40 ans et plus. Ça veut dire que c'est plus ou moins un quart de la main-d'œuvre au Canada qui sont les femmes âgées de 40 ans et plus. Alors, c'est très important comme le pourcentage de la population qui va éprouver la ménopause dans le temps de travail, dans la main-d'œuvre. Une femme sur 5 considère de quitter son emploi à cause de la ménopause ou des symptômes de la ménopause. Ça, c'est stupéfiant. Une sur 5. 43% s'absentent du travail en raison de problèmes liés à la ménopause. 72% déclarent avoir une faible concentration. 67% rapportent une baisse de confiance au travail en raison des symptômes. Alors ça, c'est un impact significant. Et ici, vous voyez à la fin du diapo, les symptômes non pris en charge coûtent à l'économie canadienne environ 3,5 milliards de dollars par année. Et ça, c'est une statistique de la Fondation de la ménopause au Canada. Ils ont fait une étude avec l'aide de Deloitte et financée par Sun Life qui a montré cette statistique récemment, juste en 2024. Alors, nous savons qu'à chaque an, ça va avoir un impact énorme sur l'économie à cause des symptômes qui ne sont pas traités. Nous savons que les symptômes de la ménopause peuvent avoir un impact pour les raisons ici. Les femmes de 50 ans et plus constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement et apporte des contributions essentielles à la main-d'œuvre. À ce moment-là, en 2026, c'est maintenant et probablement ça va continuer d'être lent avec le pourcentage des femmes qui sont de 40 ans ou plus dans la main-d'œuvre. Alors, ça n'a jamais été un tel pourcentage avant ce temps-là, puis ça va probablement continuer d'agrandir. Permettre aux femmes de travailler à leur plein potentiel pourrait augmenter la production économique mondiale d'environ 7%. L'âge moyen de la ménopause est 52 ans. Elle touche la moitié de la population mondiale, évidemment, parce que la moitié de la population mondiale, ce sont les femmes. Et la durée médiane des symptômes, je m'excuse que vous ne pouvez pas voir ça bien, peut s'étendre sur une décennie ou plus pour certaines femmes. Alors, le moyen, ça serait, voilà. Le moyen, ça serait de 7 ans, plus ou moins, mais pour quelques femmes, ça serait d'une décennie ou plus. Et nous savons que les femmes racialisées, par exemple les femmes noires, les femmes hispaniques, vont avoir les symptômes pour un plus longtemps au moyen. L'isolement mène au silence et à la stigmatisation. Seulement 31% se sentent à l'aise d'en parler à leur superviseur et voici les autres enjeux au travail. Les espaces de travail surpeuplés ou inadéquats, l'impossibilité de bouger, de se déplacer librement,
La frustration liée aux toilettes, ce qui est très important pendant la périménopause lorsqu'on a les règles qui sont très abondantes. Et le stress déclenche les symptômes pour 100% des personnes qui ont répondu à cette étude. Alors, je vois aussi que ces effets vont avoir un impact très important sur les personnes dans la périménopause ou qui sont ménopausées, qui ont les symptômes, mais aussi sur d'autres personnes avec d'autres conditions, ou ça soit les femmes périménopausées ou ménopausées avec d'autres conditions, ou ça soit les autres personnes qui ne sont pas les femmes périménopausées ou ménopausées. Alors, améliorer le milieu du travail, ça va faire les bénéfices pour tout le monde. Je m'excuse, je crois. Bon, le diapo a changé un petit peu. Une étude de médecine du travail a montré que ce sont les symptômes qui affectent les employés plus de 50% du temps. La fatigue, la difficulté à dormir, la faible concentration, les troubles de la mémoire, la performance au travail réduite et congé de maladie présent en raison des symptômes. Alors, nous voyons que pour ces premiers 4 symptômes, ils vont affecter la moyenne des personnes, plus de 50%. Et la performance au travail réduite, plus de 50% du temps, ça va avoir un effet sur 65% des personnes. Alors, si vous avez ces effets, vous n'êtes pas seul. Et c'est difficile parce que c'est une transition normale. On ne peut pas échapper la transition ménopausée. Toutes les personnes qui ovulent pendant la vie, qui ont les ovaires, vont à un moment avoir une ménopause. Alors, ce n'est pas un diagnostic médical, c'est une réalité biologique, mais ce n'est pas un sujet marginal parce que la moitié de la population va vivre ça à un moment ou un autre. Et seulement parce que ce n'est pas un diagnostic médical, ça ne veut pas dire que les symptômes ne vont pas avoir un effet qui est médicalement important. Alors, parlons des solutions. Ça, c'était le nuage gris de la ménopause et la périménopause et les impacts négatifs, mais il y a les solutions et on peut les implémenter. Alors, l'objectif en milieu de travail, ça serait les 2 objectifs, soutenir l'individu et soutenir les objectifs organisationnels. Et on peut faire les 2 en même temps. Alors, pour soutenir l'individu, on va avoir en but de la sécurité et le fonctionnement de l'individu, la performance et sa qualité de vie. Pour soutenir les objectifs organisationnels, nous allons parler de l'efficacité et productivité, avoir une réduction du présentéisme et de l'absentéisme et un meilleur recrutement et rétention. L'impact sur l'organisation. Le recrutement et la rétention, qui sont vraiment importants au FAC à ce moment-là, nous savons toutes, ne sont pas théoriques. Sans soutien, les symptômes modifient les trajectoires de carrière. OK, alors que sont les solutions pour les individuels? Reconnaître les stress courants à la quarantaine, c'est très important parce qu'on vit ce moment de la ménopause, pas en isolation, mais ou en isolement, mais avec toutes les autres choses qui arrivent dans la vie à ce moment. Alors, nous avons parlé déjà de comment ça c'est important dans la vie professionnelle, que c'est un moment important dans la carrière pour la plupart des femmes. Mais aussi, il y a le vieillissement, la perte de fertilité, les problèmes de sommeil, les problèmes de santé, le divorce ou veuvage, le nid vide. Et on peut faire partie de la génération sandwich, disons, les soins des enfants et aux années en même temps. Alors, il pourrait être beaucoup de choses qui arrivent dans la vie en même temps que ces symptômes. Et c'est important de reconnaître ces stress et les impacts sur la vie et le travail aussi, et de gérer tout en même temps. Alors, les solutions individuelles. On peut suivre l'évolution des symptômes, le sommeil, les variations de température, l'humeur, la récupération, les changements du cycle. C'est important de noter, même si à ce moment-là, vous n'éprouvez pas genre, quelque chose de très important comme symptôme. Si vous notez les changements, commence juste remarquer, faites votre calendrier du cycle, notez où, quand vous avez les symptômes, juste pour noter, OK, ça commence à ce moment-là. Et aussi de noter, OK, ça m'a dérangé pas avant. Maintenant, ça me dérange beaucoup. OK, peut-être c'est le moment d'aller parler avec mon professionnel de santé. On peut prioriser la protection du sommeil.
Je sais comment c'est difficile. Moi, j'ai la difficulté si je regarde quelque chose sur la télé qui est très intéressant de fermer à la fin de la soirée au lieu de dire non, moi, je peux dormir seulement 6h30 ce soir, ça va aller. Mais lorsqu'on sait que peut-être le sommeil, ça va être interrompu ou de moins de qualité ou que je suis déjà épuisée parce que j'ai pas dormi bien hier soir, c'est important de prioriser la protection du sommeil. Aussi, en même temps, on doit réduire culpabilisation. Alors, c'est très facile de dire, mais mon humeur, je dois pas réagir comme ça, je dois pas être irritée comme ça avec ma famille ou mes collègues. Je suis horrible, ça vaut pas la peine de continuer de travailler. Mais en fait, nous savons que c'est un symptôme de la ménopause. Ça peut être très difficile de gérer les humeurs pendant la ménopause, d'avoir beaucoup d'irritabilité, c'est très courant. Alors, on doit arrêter de se culpabiliser, mais en même temps, on peut chercher les solutions si vous en voulez. Ça aide aussi d'utiliser des stratégies de pleine conscience, juste de faire reconnaître, ah, là, j'ai eu un moment de malhumeur, de mauvaise humeur. Je peux regarder, ah, j'avais une réaction, peut-être c'était à cause de mes hormones, de ma ménopause. OK, j'en suis consciente, qu'est-ce que je peux faire prochainement? Ou là, oh, je me sens très, très, très mal. OK, je suis consciente, ça c'est une symptôme de la ménopause, moi je peux en gérer. Alors, la pleine conscience, ça peut aider beaucoup. Aussi, on peut consulter des soins cliniques fondés sur des données probantes lorsque les symptômes deviennent importants, augmentent ou affectent la santé et le bien-être. Et nous avons parlé beaucoup des options pour les traitements antérieurement. Je vais vous rappeler que voici les options de traitement pour les symptômes vasomoteurs. Pour la plupart, l'hormonothérapie, c'est la thérapie la plus efficace, mais toutes les femmes ne sont pas candidates, mais la plupart le sont. Alors, je vous recommande de parler avec votre prestataire de soins. Euh, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir l'hormonothérapie ou qui la veulent vraiment pas, il y a aussi les ordonnances non hormonales pour certains symptômes. Pour les traitements sans ordonnance, les données sont limitées ou contradictoires pour la plupart. Et il y a beaucoup plus d'informations dans les séances antérieures. Les considérations pour le leadership pour soutenir les individus. On vous recommande de faire les suivis respectueux et privés. Alors, ça, c'est pas quelque chose dont nous allons demander dans les corridors. On va demander dans un bureau privé. Et on peut offrir les ajustements pratiques lorsque c'est possible. Je comprends que dans les fax, il y a beaucoup de travaux où ça serait possible d'avoir les modifications et beaucoup de travaux où ça serait pas possible. Alors, c'est à chercher les ajustements lorsque c'est possible. On doit éviter tout langage stigmatisant ou éviter les blagues. Alors, par exemple, les blagues au sujet d'âger, surtout pour les femmes, qui vont diminuer l'importance des femmes qui sont au milieu du travail et qui peuvent être les leaders, qui peuvent avoir les connaissances qui sont genre très importantes dans l'organisation, les habilités. On ne veut pas réduire les femmes d'être, ah, mais les femmes ménopausées, les femmes âgées, parce que ça diminue beaucoup l'importance de ces femmes qui sont vraiment les leaders et les personnes importantes dans l'organisation. Aussi, il faut traiter cela comme tout autre facteur de préparation. Alors, on va voir comment que quelques recommandations sont les principes normaux des ressources humaines qui peuvent appliquer à beaucoup de personnes, comme les modifications. Et aussi, on doit traiter la ménopause et les symptômes de la ménopause ou la périménopause comme tout autre facteur de préparation pour aller en bas. Voici d'autres considérations pour le leadership. Alors, deux femmes sur toi ne se sentiraient pas à l'aise de parler de leurs symptômes à leurs supérieurs. 70% ne se sentiraient pas à l'aise de parler de leurs symptômes avec les ressources humaines. Et 48% se sentiraient gênés de demander un soutien qui pourrait faire toute la différence. Alors, autre chose que j'aimerais dire, c'est on a parlé des suivis privés et respectueux, mais vous allez trouver parfois, comme les leaders, que parfois les personnes ne vont pas vouloir vous parler.
vous pouvez faire deux choses. Une chose que vous pouvez faire, c'est juste de laisser l'espace pour montrer que vous êtes ouverte à avoir ces conversations. Par exemple, juste pour dire à une réunion d'équipe, et là, je suis allée à cette présentation sur la ménopause au milieu du travail et j'aimerais dire que si jamais quelqu'un a besoin d'une modification du travail ou de parler des ajustements au travail à cause de la ménopause, je suis là. Peut-être que vous croyez déjà que les personnes croient que vous êtes ouverte de parler de tout au sujet des modifications et tout, mais si vous ne dites pas explicitement que c'est aussi ouvert pour la ménopause, il y a une telle gêne à ce sujet que même les personnes qui peut-être auraient parlé des autres modifications ne vont pas en parler de ça. Alors, si vous pouvez montrer comment que vous êtes ouverte à avoir ces conversations, ça peut aider. Puis aussi, si vous montrez que vous êtes ouverte, puis vous voulez parler avec les personnes et elles ne veulent pas vous parler, vous avez montré que vous êtes ouverte et peut-être lorsqu'elles se sentent confortables, elles vont vous parler. Hmm. L'autre chose, c'est que les ajustements parfois doivent être personnalisés. Alors, on voit parfois qu'on peut offrir les mêmes ajustements pour tout le monde, mais peut-être qu'une personne va avoir beaucoup de bouffées de chaleur, va avoir beaucoup des besoins pour modifier l'environnement physique, c'est possible, mais une autre personne, peut-être c'est plutôt le sommeil et une modification aux heures de travail, ça peut aider beaucoup. Alors, c'est pas à assumer que tout le monde va avoir les mêmes besoins ou que quelqu'un va avoir un besoin. Alors, il ne faut aussi pas assumer si quelqu'un est dans la ménopause ou la périménopause ou si elle va avoir les symptômes ou les modifications, besoin des modifications. Les femmes rapportent être en difficulté en silence, éprouver de la gêne, craindre des répercussions, travailler fort pour compenser des défauts perçus et minimiser l'impact des symptômes. Alors, être ouverte et démontrer comme leader que vous êtes ouverte, d'avoir ces conversations, puis de faire les ajustements possibles, ça peut vraiment aider. Et qu'est-ce que les femmes, elles veulent? Je vais dire en premier que ça, et le dernier que je vous ai montré avec les statistiques, ce sont ce document, la ménopause et vie professionnelle au Canada, duquel j'ai parlé juste au début de la présentation. Je vais vous montrer les liens à la fin, mais ça, c'est un exemple de toutes les statistiques et comment ils sont présentés. C'est très facile à lire, je crois que c'est 12 pages, quelque chose comme ça, et c'est tout bilingue. Alors, il y a la version française et anglaise. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent, les femmes? 87% qui considèrent que les femmes sur le marché du travail doivent être soutenues à toutes les étapes de la vie, et notamment pendant la grossesse et la ménopause. 67 personnes indiquent qu'il devrait y avoir un meilleur accompagnement au travail pour les femmes en période de périnopause et ménopause. Et 75% indiquent que les employeurs y gagneraient s'ils accompagnaient davantage les femmes au travail pendant la périménopause et la ménopause. Alors ça, c'est vraiment que les personnes qui éprouvent la ménopause et la périménopause veulent les accompagnements qui peuvent vraiment leur aider à rester au travail et pas quitter leur travail. Et de réussir au travail aussi. Alors ici, la culture et les politiques au travail, ce sont très importants. Alors, on a parlé du soutien de l'individu, mais aussi on peut faire un environnement de soutien. Le temps se définit au sommet et inclut les hommes dans la conversation. Ça, c'est très important, surtout dans un milieu de travail qui a plus d'hommes que femmes. C'est important d'inclure les hommes dans la conversation et que les leaders qui sont les hommes sont aussi ouverts d'avoir ces conversations. C'est important d'écouter, d'apprendre et offrir du soutien, d'améliorer l'environnement de travail. Je vais avoir quelques suggestions concrètes après. D'intégrer la santé et le mieux-être en milieu de travail qui va faire les bénéfices pour tout le monde, pas seulement les femmes ménopausées et périménopausées. Et on peut viser une désignation milieu de travail inclusif à la ménopause. Et il y a les bonnes ressources avec la Fondation de la ménopause du Canada. Les points importants à considérer, les politiques d'embauche et de rétention, la gestion des absences à court et à long terme, la formation pour les gestionnaires et les employés et les initiatives en santé mentale.
on peut considérer ces politiques avec en visant la ménopause en même temps pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on sait au sujet de la ménopause à ces politiques qui existent déjà. Il faut faire attention aux mythes et désinformations sur la ménopause. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'Internet et les réseaux sociaux. Alors, je vous encourage, si jamais vous voyez quelque chose, vous n'êtes pas certaine de la source de l'information, de vérifier est-ce que c'est une source fiable, est-ce que je peux le trouver avec une source fiable, si ce n'est pas une source fiable. Et juste pour vous avertir qu'il y a beaucoup de désinformations sur la ménopause sur l'Internet et dans la société. Attention aussi à l'agisme et humeur liés à la ménopause qui peut augmenter le stigma qui existe déjà et qui peut faire plus que les femmes vont souffrir en silence. Attention au respect des limites personnelles. Alors, comme j'ai dit, si quelqu'un ne veut pas parler de sa ménopause ou ses symptômes de la ménopause, on ne va pas la demander de le dire dans la réunion d'équipe. « S'il vous plaît, donnez-nous vos expériences de la ménopause. Non. Ou dans le corridor, « vous avez un bouffée de chaleur. Hein? » Non, on ne va pas faire ça. On va laisser les personnes parler de leur expérience si et quand elles veulent. Aussi, attention à la confidentialité. Alors, si quelqu'un vous parle en contexte d'être son leader ou en contexte de gestion ou ressources humaines, ça ne veut pas dire que quelqu'un veut parler avec tout le monde du même sujet. Alors, voici quelques suggestions concrètes. Moi, j'adore les suggestions concrètes. Qu'est-ce que je peux faire? OK. À l'environnement physique, on peut avoir une meilleure ventilation et climatisation si c'est possible. Alors, je sais que parfois, dans les très gros édifices, on ne va pas avoir le pouvoir de tout contrôler, mais si on peut aussi, on peut faire si on peut encourager la gestion de l'édifice pour avoir une meilleure ventilation et climatisation, ça peut aider beaucoup pour les personnes qui souffrent, par exemple, des symptômes vasomateurs, des bouffées de chaleur. Moi, je travaille dans un hôpital et la ventilation et la climatisation sont très difficiles. On note par la fin de l'hiver, on est tout trop chaud parce que on a toujours la chaleur qui reste de l'hiver. Puis dans l'été, si on a un jour qui est plutôt de 12 ou 15 degrés, on va être tout complètement gelé parce que la climatisation est toujours genre la plus haute. Alors, si jamais vous avez les contrôles que vous pouvez mettre dans les chambres individuelles ou la possibilité de changer l'uniforme ou l'équipement pour avoir une meilleure température, ça peut aider. L'accès aux toilettes, c'est très, très important pour les personnes qui vont avoir les règles abondantes et parfois ça peut être difficile à prédire et surtout avec les accès aux produits menstruels et à leur élimination. Alors, si vous pouvez avoir les produits menstruels disponibles dans les toilettes et aussi avoir les bas pour jeter les produits menstruels dans toutes les toilettes, ça serait très, très important. L'accès à l'eau potable et surtout l'eau froide, si c'est possible, ça peut aider beaucoup. Et avoir les sorts ou les habillages des fenêtres disponibles pour un individu à modifier pendant la journée, ça peut aider beaucoup, surtout dans les espaces de travail individuels. Et je note aussi qu'évidemment, dans les facs, il y a les environnements physiques qu'on ne peut pas modifier. Alors, c'est toujours à faire ce qu'on peut avec l'environnement qu'on a. Et encore de le modifier pour les individus et selon leurs besoins. Les espaces de travail et les horaires sont les autres choses dont nous pouvons viser pour les ajustements. Par exemple, avoir un travail flexible ou faire le télétravail, ça peut aider beaucoup, ça dépend des symptômes. Avoir une réduction des déplacements si c'est possible. Permettre les pauses fréquentes parfois, les ajustements de la charge de travail et les tâches alternatives. Alors, encore, il ne faut pas offrir toutes ces modifications à toutes les personnes ménopausées ou périménopausées, mais on peut dire, voilà, ce sont de ces listes, ce sont lesquelles je peux vous offrir. Qu'est-ce que vous aiderait pendant cette transition? Alors, comment est-ce qu'on peut se soutenir aussi?
Les collègues peuvent aider beaucoup. Alors, comprendre les symptômes et l'expérience, les variations de l'humeur, le brouillard cognitif, la fatigue, ça peut aider. Et les collègues, ça peut être les hommes, les femmes, les personnes de tout genre qui peuvent essayer de comprendre l'expérience, même si on le vit nous-mêmes ou non. Faire preuve d'empathie, poser les questions, écouter et respecter les limites personnelles. Communiquer, créer un espace sécuritaire où chacun se sent à l'aise. Certaines personnes ont l'impression de ne pas atteindre le propre standard durant la transition ménopausique et peuvent être très, très dures envers elles-mêmes. Et offrir les soutiens pratiques, par exemple, proposer de l'aide lorsque des difficultés se présentent dans les façons dont nous avons parlé. Alors, si vous êtes une collègue de quelqu'un qui a les bouffées de chaleur, puis vous pouvez vous régler votre température un peu mieux que la personne qui souffre, vous pouvez leur aider en adapter la température de la chambre ou avec les stores, comme ça. OK. Alors, que sont les solutions qui sont propres aux militaires? On a les stratégies liées à la température. Alors, par exemple, nous avons parlé déjà des stratégies au bureau, mais aussi il y a, par exemple, les uniformes. Est-ce qu'il y a les uniformes qu'on peut modifier ou est-ce qu'on peut euh, laisser quelqu'un enlever leur manteau pendant quelques moments si elle éprouve les bouffées de chaleur? Alors, est-ce qu'il y a les stratégies liées à la température si on travaille dehors ou à l'intérieur? Est-ce qu'on peut faire les ajustements à l'entraînement? Alors, par exemple, si quelqu'un a la difficulté de récupérer, qui a les douleurs musculo-squelettiques, qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement à l'entraînement? Ou si on n'a pas bien dormi la nuit avant, est-ce qu'on peut changer l'heure de faire l'entraînement? Il y a beaucoup de choses dont nous devons considérer. Et aussi, il faut normaliser les modifications pour protéger la performance. Et ce n'est pas une faiblesse. Alors, c'est vraiment important, comme nous avons dit, de voir ça comme un facteur pour la préparation et pour modifier, pour protéger la performance. Parce que ce qu'on veut, ce que les personnes ménopausées et périménopausées, elles veulent, c'est vraiment d'avoir la meilleure performance et de ne pas souffrir de ces symptômes ou les laisser avoir un impact sur le travail. Alors, le plus qu'on peut faire les ajustements, le plus qu'on peut soutenir les personnes d'avoir leur meilleure performance et la meilleure performance de l'équipe. Alors, comme nous avons parlé les femmes âgées de 40 et plus, ça fait une cohorte de la main-d'œuvre au Canada. Et c'est vraiment important d'avoir une bonne performance dans ce mois-là pour améliorer toute l'organisation et la rétention et le recrutement. Nous avons aussi parlé de cette 3,5 milliards de dollars qui sont perdus chaque an au Canada. Et ça, c'est à cause des symptômes qui ne sont pas traités, à cause des absences, mais aussi à cause des réductions en performance qui se peut si on ne traite pas et ne modifie pas pour les symptômes. Alors, modifier les symptômes, ça peut vraiment avoir un effet très important sur l'organisation et la productivité. Les impacts sont aussi plus Docteur gros. Paul, Oui. désolée, on a une petite question. Est-ce que vous pourriez clarifier qu'est-ce que le brouillard cognitif, puis comment ça se manifeste? Ah oui, excellent. Alors, le brouillard cognitif, ça peut se manifester dans beaucoup de façons. Il y a les personnes qui vont noter les changements dans la mémoire. Par exemple, oublier le nom de quelqu'un ou lorsqu'on fait une présentation, d'oublier qu'est-ce qu'on voulait dire à ce diapo, quelque chose comme ça. Alors, la mémoire peut être impactée. On peut aussi avoir les impacts sur la concentration. Alors, la difficulté à se concentrer. On sait que le brouillard cognitif, c'est un symptôme unique, mais ça peut aussi être impacté par un manque de sommeil et par l'humeur. Alors, si vous notez que vous ne dormez pas bien, ça serait très important de traiter le sommeil. Ou si vous notez, mais en fait, je dors très, très bien, mais là, je suis toujours très fatiguée ou j'ai vraiment difficulté à concentrer. Ça peut être un symptôme individuel et unique aussi. Alors, au travail, ça peut avoir les impacts sur l'habilité de se concentrer pour longtemps sur une tâche. Ça peut avoir un impact, comme j'ai dit, la mémoire pendant les présentations ou pendant les réunions d'équipe. On a les traitements pour ça.
C'est important d'avoir quelques investigations parce qu'on veut aussi savoir que c'est pas quelque chose d'autre. Par exemple, que c'est pas je m'excuse que j'ai oublié l'acronyme en français, ADHD, je crois que c'est TDAH. On sait que ça, c'est moins diagnostiqué chez les femmes et probablement on a manqué beaucoup de diagnostics de TDAH chez les femmes. Alors, on peut avoir une évaluation chez le médecin, surtout s'il n'y a pas d'autres symptômes ménopausés. Mais si c'est vraiment partie des changements ménopausés, parfois l'hormonothérapie, ça peut aider avec ça. Et aussi avoir une bonne diète, genre très nutritive, de faire les activités physiques, ça aide beaucoup. Puis de faire une bonne santé en tout. Alors, bien dormir si c'est possible. Euh, avoir une activité physique et aussi réduire l'alcool, fumer, les choses comme ça peut aussi aider. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Si vous avez les questions de suivi, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Euh, Aussi, on sait que les impacts plus gros sont possibles chez les femmes militaires. Alors, les perturbations du sommeil, le travail par corps et le rythme opérationnel peuvent amplifier la fatigue et les impacts sur l'humeur. La chaleur, l'équipement et les contraintes de l'uniforme peuvent intensifier les symptômes vasomoteurs et génito-urinaires. Le risque de blessure et la capacité de récupération influencent les normes d'entraînement et la santé à long terme et l'état de préparation opérationnelle est requis sans préavis. Alors, ce sont les impacts possibles chez les femmes militaires spécifiquement. Autre chose que je dirais au sujet du brouillard cognitif, ça peut prendre plus longtemps pour faire les tâches. Alors, par exemple, si on a la difficulté de se concentrer, pour faire une tâche qui aurait pris, par exemple, 1 à 2 heures avant, maintenant, ça peut prendre 2 à 3 heures. Alors, ça peut avoir un impact genre variable pour chaque personne qui éprouve ce symptôme. Les solutions militaires. L'objectif est de protéger la performance, pas d'offrir un traitement spécial. Le soutien vise la sécurité, la performance et la rétention. Et l'accompagnement lié à la ménopause est cohérent avec l'équité opérationnelle et l'état de préparation. Comme j'ai dit aussi, les modifications vont être différentes pour chacune. Alors, par exemple, pour le brouillard cognitif, il y a les solutions qui intègrent utiliser les intelligences artificielles qui peuvent aider, par exemple, dans les réunions, d'avoir les IA prendre les notes alors qu'on peut modifier les notes après et on peut se concentrer sur parler au lieu de parler et prendre les notes en même temps. On peut utiliser les calendriers ou les listes de tâches au lieu d'essayer de tout retenir dans la tête. Alors, il y a les modifications qui peuvent être simples ou petits, pas de gros investissements, mais qui peuvent être vraiment beaucoup avec les symptômes de la ménopause, y compris le brouillard cognitif. OK, on est arrivé presque à la fin de la présentation. Là, je veux partager, comme j'ai dit, on va promouvoir un peu les produits de la santé des femmes et de diversité. Voici la guide sur la ménopause que nous avons publiée, ça fait quelques ans, mais c'est vraiment publié en 2025, on a travaillé depuis quelques ans. Euh, et vous pouvez le trouver sur le site web gouvernement du Canada. C'est libre n'importe sur le VPN ou non. Aussi, vous pouvez trouver ici les informations sur la ménopause. Il y a aussi les enregistrements. Je suis fière que j'en ai travaillé sur ce produit ici. Et en fait, c'est Dr. Hansing qui a trouvé ça puis qui les a inclus. Alors, j'étais vraiment fière qu'elle a trouvé ça puis elle a dit non, ça c'est vraiment, ce sont les bons produits avec les bonnes informations. Et ce sont pour la plupart pour les membres de la défense, mais nous avons aussi beaucoup d'informations et de ressources pour les prestataires de soins aussi. Vous n'êtes pas seul. Rappelez que la ménopause n'est pas une faiblesse, c'est une transition normale. Les données montrent que lorsque les symptômes sont sévères et non soutenus, les résultats au travail changent. Au sein des FAC, la ménopause peut affecter la préparation opérationnelle, la sécurité et la rétention, surtout des femmes qui sont en haut de leur carrière. Et le soutien est une stratégie de performance.
L'essentiel, la ménopause, c'est une expérience universelle qui va toucher à 50% de la population à un moment de leur vie. Les symptômes sont légitimes. Alors, 40% des personnes éprouvent des difficultés au travail. La durée médiane est de 7 ans. Mais je veux aussi dire à ce moment-là que euh, aujourd'hui, je parle des enjeux de la ménopause et des enjeux de la ménopause au travail. Mais il ne faut pas aussi assumer que toutes les personnes qui sont ménopausées ou périménopausées vont avoir les difficultés au travail ou vont pas avoir une performance genre exceptionnelle au travail. Alors, ça touche à toutes les personnes, mais ça a un effet variable sur tout le monde. Alors, euh, nous avons parlé, par exemple, des modifications comme moins de déplacements, mais les déploiements, ça peut être une opportunité très importante pour une carrière et une opportunité personnelle très importante pour les personnes. Il ne faut pas assumer que parce que quelqu'un est à la quarantaine ou à la cinquantaine elle va pas vouloir un déplacement ou un déploiement. Alors, c'est très important de ne pas assumer non plus que les femmes de la quarantaine ou de la cinquantaine ne sont pas capables parce que nous savons que ça, c'est un âge où les femmes vont avoir un impact très important dans l'organisation. C'est seulement d'être consciente, d'offrir le soutien aux personnes qui démontrent qu'elles ont les symptômes ou d'offrir à vos équipes. Si vous avez les difficultés de la ménopause, vous pouvez me parler. Mais on ne veut aussi pas assumer que les femmes ne sont pas capables parce que nous savons qu'elles le sont. De l'aide existe aussi. Il y a beaucoup de ressources, accommodements et les traitements médicaux qui peuvent aider avec les symptômes et au milieu du travail. Comme j'ai dit, je vais en partager après quelques ressources et vous avez les autres séances avec les enregistrements. La défense de ses propres intérêts peut aider aussi. Alors, connaître les droits, les ressources et les options, ça peut aider. Et parler avec les pairs, ça peut aider aussi. Alors, la communauté compte, le soutien des pairs améliore les résultats et réduit l'isolement. Puis, on peut aussi partager les solutions. Voici quelques ressources. Pour l'accès aux soins, je m'excuse. Lorsque vous cherchez une professionnelle, vérifiez si c'est une médecin, une infirmière praticienne ou une professionnelle de la santé autorisée. Et on peut viser une certification de la Menopause Society. Ça, c'est une certification. Alors, par exemple, moi, je ne l'ai pas, Dr. Hansen, elle l'a. Il y a beaucoup de formations différentes pour avoir une expérience dans la ménopause. Mais ça, c'est une façon dont, si vous n'êtes pas certain si quelqu'un a vraiment les traitements des données probantes, vous pouvez vérifier si oui ou non cette personne a une certification de la Menopause Society. Attention aux signaux d'alarme. Alors, si votre praticien vous offre les traitements qui ne sont pas approuvés par Santé Canada, les thérapies spéciales juste pour vous, les préparations magistrales, les thérapies par implant, les palettes ou les tests Cooter, les laboratoires, les salivaires, les tests juste pour faire les suivis. Il faut vraiment faire attention que peut-être cette personne ne fonctionne pas dans les données probantes. Lorsque vous cherchez d'accéder aux soins, commencez avec une professionnelle de soins primaires. Alors, si, évidemment, dans les facs, vous avez tout un médecin, mais si vous n'arrivez pas d'avoir les traitements dont vous avez besoin, vous pouvez leur demander une consultation avec une professionnelle, par exemple une gynécologue. Et si vous voulez en chercher vous-même, vous pouvez toujours chercher quelqu'un qui est associé avec la Société canadienne de la ménopause ou de Menopause Society qui est américain. Euh, Comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui va être associé à ces associations, mais ça peut vous mener si jamais vous n'êtes pas certaine, si ça va être quelqu'un qui est confortable de prévenir ses soins ou non. C'est aussi, on peut aussi chercher les cliniques sous-spécialisées ou les centres universitaires. Parfois, les consultations virtuelles sont possibles. Alors, il y a, par exemple, à beaucoup d'universités, on a une clinique pour la ménopause. Normalement, ça peut être pour les soins ménopausés
spécifiques ou spécialisés. Par exemple, les femmes qui ont eu un cancer de sein, qui ont besoin des traitements de la ménopause, parce que ça, c'est un peu plus spécialisé au lieu de juste commencer avec l'hormonothérapie, ou quelqu'un qui a essayé beaucoup d'hormonothérapie puis ça ne marche pas bien. Mais aussi, comme j'ai dit, si vous cherchez les traitements puis votre médecin ne peut pas vous aider, ça, c'est un lieu d'avoir les traitements. Il y a aussi les options privées qui sont parfois disponibles. Euh, Comme quelqu'un qui travaille dans les systèmes publics, je veux dire, mais il faut qu'on peut traiter la ménopause dans le système public. C'est quelque chose qui est, genre, c'est quelque chose qu'on doit traiter. Mais je sais que la réalité, c'est que je vois beaucoup de femmes qui ont attendu beaucoup de temps pour avoir les soins ou qui ont parlé avec les médecins qui ne comprenaient comment prévenir ces soins, puis qui ont cherché les options privées. Alors, je sais que ça existe si vous avez besoin, mais je vous encourage de commencer avec votre médecin de soins primaires et avec les gynécologues dans le système public si c'est possible d'avoir un rendez-vous. Finalement, voici encore The Menopause Society. C'est une association américaine. Alors, c'est pas en français, mais si vous voulez un peu l'éducation pour les patientes ou pour voir si votre praticien est certifié. Et voici beaucoup de bonnes ressources en français. Maménopause.ca a beaucoup d'informations. La Société canadienne de ménopause, comme j'ai dit, la Fondation canadienne de la ménopause, qui a aussi beaucoup, beaucoup de bonnes ressources pour le milieu de travail. Ce sont les très bonnes ressources. Alors voici, je vais laisser les références pour vous pour prendre les liens si vous voulez. Et je vais prendre d'autres questions s'il y en a. Merci beaucoup, Dr. McCall. Et on a peut-être le temps pour quelques questions. Alors, une question qu'on a reçue préalablement était, est-ce qu'un employeur peut me congédier en raison des symptômes liés à la ménopause? Ah, ça me fait très triste de voir cette question parce que je veux jamais que quelqu'un se sente menacé à cause de ces symptômes de la ménopause. Ce que je dirais, c'est qu'on ne peut jamais se congédier quelqu'un pour ces symptômes. Alors, par exemple, on ne peut jamais dire, je vois que vous avez une bouffée de chaleur, je vais vous congédier. Mais est-ce qu'on peut congédier quelqu'un parce que la performance souffre? Oui. Alors, si vous avez les symptômes de la ménopause qui causent votre performance à souffrir, c'est très important de parler avec les ressources humaines, parler avec votre gestion, parler avec votre médecin pour avoir les modifications qu'il faut. Parce que même si la ménopause n'est pas considérée une maladie ou une invalidité, on peut avoir euh, les symptômes qui deviennent les problèmes médicaux. Par exemple, une dépression, les changements d'humeur, les trucs comme ça, le brouillard cognitif qui peut avoir un impact sur la performance. Dans cette situation, c'est important de parler avec les personnes qu'il faut pour avoir les modifications médicales. Dans cette circonstance, on ne peut pas être congédié si c'est parce qu'on a besoin des modifications. Mais c'est pour ça que c'est important de demander de l'aide parce que si vous avez les symptômes ménopausés et votre employeur ne sait pas que c'est à cause de ça que votre performance s'est réduite, on peut avoir les difficultés de dire c'est quoi, puis être congédié, ça serait possible si ce n'est pas lié à la ménopause selon les ressources humaines. Merci. Merci. Autre chose que je dirais, que ce sont les séances, on dit, demandez au médecin ou à la médecine. Alors, s'il vous plaît, si vous avez les questions, même si ce n'est pas spécifiquement pour le ménopause au milieu du travail, vous êtes bienvenus de les demander parce que ça, c'est la dernière séance. Alors, c'est maintenant que nous avons le temps de les répondre et d'en parler. Un autre sujet auquel on a reçu des questions, c'est sur le syndrome des ovaires polykystiques. Comment savoir si on est en ménopause lorsqu'on souffre de ce syndrome-là et si ce n'est pas seulement comme de l'aménorrhée. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus? Oui, ça peut être très difficile. Alors, pour les personnes qui ont le SOPK, PK, puis qui n'ont pas les règles genre réguliers, il y a quelques façons dont on peut savoir. Alors, si vous êtes quelqu'un qui peut aller jusqu'à 1 an sans les règles, j'espère que vous avez une protection pour l'endomètre. Parce que lorsque on n'a pas les règles pour plus que 3 mois,
à cause de, par exemple, le SOPK, PK, on peut avoir l'endomètre qui devient de plus en plus épais et qui peut prédisposer à un cancer ou pré-cancer de l'endomètre. Alors, j'espère que vous utilisez quelque chose pour protéger l'endomètre. Euh, Disons que si vous êtes quelqu'un qui peut aller plus de 3 mois, puis vous n'utilisez pas quelque chose pour protéger l'endomètre, est-ce que vous avez les symptômes de la ménopause? Parce que si ça change, par exemple, vous avez eu toujours les menstruations à chaque 2 à 3 mois. Maintenant, vous les avez encore à chaque 2 à 3 mois, mais entre les règles, vous avez les bouffées de chaleur que vous n'aviez pas avant. Ça peut être un indice que c'est la périménopause, par exemple. Finalement, on peut aussi faire les prises de sang. Alors, on ne fait pas ça pour tout le monde, mais pour quelqu'un pour laquelle c'est pas clair si c'est la ménopause ou non, on peut faire une prise de sang, par exemple, une FSH. C'est une hormone qui fait le cerveau pour voir si c'est la ménopause ou c'est plutôt le SOPK. Alors, ça peut être une FSH, une estrogène, une progestérone qui peut viser si c'est plutôt la ménopause ou non. On dit aussi selon l'âge, selon les symptômes de la ménopause. Et si jamais vous voulez savoir à quel âge je peux anticiper ma ménopause, la ménopause de votre mère, ça prédit beaucoup l'âge de votre ménopause. Alors, vous pouvez toujours demander à votre mère si elle sait et si vous pouvez la demander. Il y a une Je crois question. que... Pardon. Ah, et on a une autre question qui vient d'arriver. C'est est-ce que la ménopause peut amplifier les problèmes de glandes thyroïdes, par exemple des dérèglements tous les 3 à 4 mois? Pouvez-vous le répéter, Mylène? Je crois que je n'ai pas tout entendu. Si la ménopause peut amplifier les problèmes de glandes thyroïdes. Ah, glande thyroïde, pardon. Euh, Normalement, non, mais les problèmes de glande thyroïde peuvent avoir un impact sur la ménopause ou les symptômes périménopausés. Alors, nous savons, par exemple, que si on a un dérangement des hormones thyroïdes, nous pouvons avoir les changements de chaleur ou de froideur. Nous pouvons aussi avoir les saignements qui sont anormaux ou ça soit abondant ou ça soit infréquent. Alors, avoir un bon traitement du glande thyroïde, ça serait important pour savoir si ce sont les symptômes de la ménopause ou plutôt de la thyroïde. Mais la ménopause n'a pas un impact sur le thyroïde, que je sache. Merci beaucoup. Ça conclut la session d'aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation et un grand merci encore une fois à la Dr. McCall pour cette excellente présentation sur la ménopause en milieu de travail. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu.